Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Avant de commencer cet épisode, permettez-moi de faire un petit aparté. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et je ne vous cache pas que ça m'a manqué de ne plus faire de vidéos sur cette chaîne. Je vous rassure tout de suite, cette fois, vous ne devrez pas attendre un an entre chaque vidéo. D'ailleurs, pour cette rentrée un peu tardive, on passe à la vitesse supérieure car deux autres formats complémentaires à celui-ci vous seront proposés. L'un est exclusif à la page Facebook et l'autre à l'Instagram de la chaîne. Ils sont dans le même esprit que le format principal de la chaîne YouTube, c'est juste le format qui change et qui est adapté aux réseaux respectifs. Du coup, faites-vous votre propre avis après avoir visionné cette vidéo, les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Et maintenant, place au sujet principal de cette vidéo. Sur Terre, il existe certains endroits coupés du monde où l'étranger n'est pas le bienvenu. Parfois, la raison est simple. Il peut s'agir d'un endroit difficilement accessible où seule la nature a décidé d'isoler une portion du monde. Mais ça n'est pas le cas de Mayao, une petite île de la Polynésie française comptant à peine 353 habitants. Ces derniers ne tolèrent quasiment aucun étranger sur leur petit territoire. Et pour cause, une sombre histoire mêlant colonisation, souveraineté et cannibalisme. Alors, sans plus attendre, partons à la découverte de l'obscure raison pour laquelle les habitants de Mayao sont si hostiles à la venue d'étrangers sur leur île. Mayao en bref. Afin de comprendre tous les tenants et les aboutissants du récit que je vais vous conter, il est judicieux que vous en appreniez plus sur le contexte actuel de ce petit territoire perdu au beau milieu du gigantesque océan Pacifique. Bien que très fermé au monde extérieur, les habitants de Mayao forment une communauté disposant de quelques installations modernes. Sur ces 9 km², l'île abrite une école, 2 magasins d'alimentation et environ 80 maisons. Depuis peu, quelques rares touristes ont eu la chance de découvrir ce petit monde à part, mais il était hors de question pour eux d'y passer la nuit ou d'y consommer de l'alcool. Et il y a une excellente raison à cette prohibition. Elle n'est ni religieuse ni sanitaire, en fait elle est étrangement liée à une histoire qui débute par la fin du règne de terribles rois cannibales sur l'île de Mayao. Tamatafetu, le roi cannibale. Selon les récits des insulaires, à la fin du 19e siècle, l'île de Mayao était sous le règne du roi Tamatafetu. D'une apparence tout à fait normale, personne ne se doutait que le souverain de l'île cachait un secret des plus terrifiants. En effet, il avait une très fâcheuse tendance à trouver la chair humaine à son goût. Afin de satisfaire ses papilles gustatives de la plus grande discrétion, Tamatafetu envoyait parfois un habitant lui harponner quelques poissons dans un des coins les plus discrets du récif de Mayao. Quelques rares hommes de confiance, qui étaient au courant du secret cannibale, étaient alors envoyés à l'endroit où se trouvait le malheureux pêcheur afin de le capturer à l'aide d'un filet de pêche préalablement tendu au fond de l'eau. Sans aucune hésitation, la victime était ensuite tuée et amenée jusqu'à la demeure du roi Tamatafetu afin qu'il puisse donner du plaisir à ses papilles royales et cannibales. Ce petit manège des plus macabres a duré un certain temps, mais comme on dit, toute chose, bonne ou mauvaise, a une fin. Le sacrifice de l'épouse du roi. Les habitants de l'île de Mayao s'étaient évidemment rendus compte des mystérieuses disparitions, mais ils étaient loin de se douter que leur propre roi en était le commanditaire. Et puis un jour, Fairo, l'épouse du roi Tamatafetu, qui était au courant des déviances gustatives de son royal mari, apprit que son frère s'était vu confier la tâche d'aller harponner quelques poissons pour le roi. Fairo s'est tout de suite convaincu de la suite mortelle des événements pour son frère. Elle a donc décidé de le suivre discrètement jusqu'au récif, et avant que ce dernier pose le pied dans le filet mortel, Fairo s'est précipité pour le sauver d'une mort certaine et a pris sa place dans le piège fatal de son mari. Ce fut une vision d'horreur pour le pêcheur. Impuissant, il n'eut pas le choix d'assister aux derniers instants de la vie de sa sœur. Partagé entre le chagrin et la colère, il se précipita jusqu'au village afin d'avertir la population de l'origine de toutes ces disparitions. Jusqu'alors, les habitants pensaient que les disparus avaient été victimes d'une attaque de requins. Mais lorsqu'ils apprirent par le frère de l'épouse du roi que ce dernier était en fait le responsable de leur disparition dans le seul but de se rassasier, les habitants se sont sentis trahis, abusés. Ils ne savaient pas comment réagir face à cette tragique révélation, sauf 2 d'entre eux, qui étaient sur le point de prendre une décision qui allait changer le destin de l'île de Mayao.
à tout jamais. Une décision radicale. Les habitants étaient sous le choc. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles et pourtant, c'était la terrible et triste vérité. Le roi était un cannibale. Devant cet état de fait, Meomeohura et Raya Teaouni, deux hommes du peuple de Mayao qui n'avaient pas froid aux yeux, prirent la décision de mettre fin au cannibalisme du roi Tamatafetou. Et pour ce faire, ils décidèrent de le tuer. Après de longues réflexions, les deux hommes finirent par échafauder un plan. Sur les hauteurs de l'île de Mayao se trouve un bassin d'eau douce avec en son milieu un rocher sur lequel les habitants aiment s'y poser afin de se faire des massages ou des épilations du menton. Les deux hommes décidèrent que c'était à cet endroit qu'ils allaient mettre un terme à la vie de leur souverain. Meomeohura et Raya Teaouni, qui guettaient depuis plusieurs jours les va-et-vient du roi, virent enfin Tamatafetou se rendre au fameux bassin d'eau douce. Ils le suivirent et s'installèrent avec lui sur le rocher. Afin de ne pas éveiller le moindre soupçon, les deux hommes se massèrent entre eux. Tout naturellement, Tamatafetou leur demanda si les massages étaient agréables. Ce à quoi Meomeohura et Raya Teaouni lui répondirent que oui. Le roi était d'une humeur coquette ce jour-là, et ordonna donc aux deux hommes de lui épiler le menton. Il ne se douta pas un seul instant que cela allait lui être fatal. Une épilation mortelle. Enfin, épilation, pas vraiment. Meomeohura et Raya Teaouni exécutèrent la demande de leur roi. Sauf qu'au lieu de l'épiler, les deux lui massèrent doucement le menton jusqu'à plonger le roi dans un état de relaxation si intense qu'il finit par s'endormir profondément. Meomeohura se saisit alors d'une lance qu'il avait préalablement cachée près du rocher. Il la pose à la verticale, pointe sur la gorge royale et d'un coup sec sur l'autre extrémité, enfonça l'arme dans le cou du souverain cannibale. Ce fut la mort sanglante de Tamatafetou. Cependant, ce dernier n'avait aucune descendance pour prendre sa succession. Du coup, un membre de la même lignée royale fut transporté d'une autre île vers Mayao pour prendre le pouvoir. Mais c'était sans compter le fait que l'île venait d'être intégrée aux établissements français de l'Océanie, une des nombreuses colonies de la France connues aujourd'hui sous le nom de Polynésie française. Les années s'écoulèrent sans souci particulier jusqu'à la fin des années 1920, moment auquel un certain Eric Lawford de Trower, un commerçant britannique, décida de s'installer sur le petit territoire de Mayao. La fin d'un paradis. Malgré son statut de colonie française, l'île de Mayao était jusqu'ici un petit paradis sur Terre pour ses habitants. Une petite communauté se satisfaisant d'un mode de vie des plus simples. Et puis, à la fin des années 1920, un commerçant britannique du nom de Eric Lawford de Trower est convaincu de la rentabilité d'une éventuelle installation minière de phosphate sur l'île de Mayao. Afin de financer son projet, il décide d'ouvrir un commerce sur l'île où il propose aux insulaires des matériaux, des outils, des denrées alimentaires européennes, mais aussi et surtout de l'alcool. Devant la fascination du peuple natif de Mayao pour ses marchandises en vente, Trower n'hésite pas à en tirer avantage, mais il subsiste un problème. Les habitants de l'île sont pauvres. Cela ne décourage pas le commerçant britannique pour autant, qui ne va pas hésiter à vendre à crédit les marchandises de son commerce. Quasiment toute la population de Mayao se retrouve alors rapidement surendettée, y compris le roi de l'île qui est lui aussi dans l'impossibilité d'honorer sa dette à Eric Lawford Trower. Le Britannique va alors saisir le tribunal dans le but d'être remboursé. Le jugement qui en découle est sans appel. Les terres des habitants et du roi de Mayao sont saisies par la justice et sont mises aux enchères. Une chance pour Trower qui saute sur l'occasion et réussit à acheter aux enchères près de 80% du territoire de Mayao. C'est la panique totale chez les habitants. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Après la pluie, le beau temps. Devenu propriétaire de pratiquement toute l'île de Mayao, Eric Lawford de Trower mène la vie dure aux insulaires. Entre passage à tabac, raquettes, menaces au pistolet, le Britannique ne recule devant rien pour toujours plus de profit. Devant cette situation critique, les habitants n'en peuvent plus et décident de demander de l'aide au pasteur Octave Moreau. Aussitôt, ce dernier écrit une lettre au gouverneur dans laquelle il mentionne la fourberie et les agissements criminels du commerçant britannique. Une enquête est alors ordonnée et elle confirmera que Trower est bel et bien l'ordure décrite par les habitants de l'île.
Le tribunal saisit alors la totalité des droits fonciers d'Eric Lawford de Trower sur l'île de Mayao. De son côté, le pasteur Octave Moreau conseille aux habitants de s'associer et fonder ainsi une coopérative agricole. Ce précieux conseil leur a permis de racheter progressivement leurs terres à l'État. Ils étaient enfin à nouveau chez eux. Ce bout d'histoire des habitants de Mayao n'est pas resté sans séquelles et explique aujourd'hui pourquoi ils sont aussi méfiants envers les étrangers. D'ailleurs, en 1936, le gouverneur des établissements français de l'Océanie approuva l'arrêté interdisant la présence d'étrangers sur l'île pendant plus de 48 heures. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce toujours aussi sévère? Mayao aujourd'hui. Quelques petites choses à savoir sur cette île chargée d'histoire. Premièrement, vous ne verrez jamais de piste d'aviation sur l'île, tout comme un hôtel, leur construction est interdite. Les maisons et les terrains ne peuvent être vendus qu'aux membres de la famille des habitants, ou aux membres de la coopérative agricole, ou encore aux autres habitants de l'île, mais pas à n'importe quel prix. Celui-ci est fixé à 10 francs pacifiques le mètre carré, ce qui équivaut à 8 centimes d'euros, soit un tout petit peu moins cher que le mètre carré à Paris. De nombreuses autres règles existent, par exemple, l'alcool est strictement interdit à la vente, sauf dérogation du maire pour certains événements. La pratique d'une autre religion que le protestantisme n'est tolérée que dans sa propre maison. La pêche alimentaire n'est autorisée qu'aux habitants de l'île et ne doit être pratiquée qu'avec un harpon ou une canne à pêche uniquement. Le filet est donc interdit et la pêche commerciale est prohibée. Si ce petit échantillon de règles ne vous fait pas peur et que la visite de l'île de Mayao vous intéresse, sachez que c'est possible. Vous ne pourrez pas y dormir, mais moyennant un pass qui vous coûtera l'équivalent d'environ 17 €, vous y passerez la journée et aurez l'occasion de visiter les nombreuses merveilles qu'abrite l'une des îles les plus fermées du monde. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu autant que moi j'ai eu de plaisir à le réaliser. N'oubliez pas les traditionnels pouces en l'air, commentaires et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.